Hello! Aujourd'hui, on va parler de la Zimaboard 2 que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. C'est un super appareil. J'ai pas vraiment voulu mettre la main dessus, mais l'occasion a fait que Zima Space, les personnes qui fabriquent et qui conçoivent et qui commercialisent cette petite carte-là, qui est une sorte de mini PC un peu plus, c'est entre le mini PC et le Raspberry Pi. C'est vachement intéressant comme produit quand même. Et du coup, l'occasion s'est présentée, je me suis dit que fallait que je vous la présente parce qu'en plus, j'ai un cas d'usage. En revanche, mon cas d'usage n'est pas vraiment ce que je conseille pour ce produit-là parce que c'est pas fait pour. Ça marche, mais c'est pas fait pour. Il y a mieux en tout cas, il y a du meilleur matos que ça pour faire ce que je vais faire. Bon, avant toute chose, qu'est-ce que c'est que cette Zimaboard? Et bien en fait, c'est toute une petite carte comme ça qui est quand même grosse, hein. Ça fait quand même allez, 3 cartes de crédit facile. Ça fait bien la taille de ma main. Et on a sur un petit châssis comme ceci. Et en termes de connectique, qu'est-ce qu'on a? On a le plus évident ici, la connexion pour l'alimentation. Je ne crois pas que ça consomme beaucoup, à vérifier. On a deux ports USB, je crois que c'est du 3.2 Gen 1.2 ou un truc dans le genre, enfin je sais plus. Bref, c'est de l'USB 3, un peu plus, mais pas le top du USB 3. On a ici un mini display port qui permet d'avoir de l'affichage, ça c'est pas mal. Et on a surtout, et ça c'est vachement cool, on a deux ports USB, non pas du tout, on a deux ports Ethernet 2,5 Go chacun. Ça tabasse sa maman, c'est beaucoup trop bien. Un, déjà c'était cool. Deux, bah, c'est encore mieux parce que ça peut faire office de mini routeur par exemple. On peut faire pas mal de choses quand même avec déjà deux ports Ethernet. On peut en avoir plus parce que si on en veut plus, eh bien on a justement sur le côté un port PCI Express qui est techniquement du x4 mais vous pouvez brancher une carte graphique dessus pour avoir de l'accélération au GPU, de l'accélération matérielle. Et ça c'est vachement bien parce que du coup on peut étendre avec ce petit slot, mettre plus de SSD, mettre un GPU, mettre une carte réseau, un peu ce qu'on veut en fait, et ça c'est vachement cool. Ici là sur le côté en fait c'est coupé, ce qui fait que c'est pas juste un petit port PCI. Là l'extrémité est coupée, ce qui nous permet de mettre vraiment des grosses cartes. Alors bien sûr il n'y aura pas la pleine puissance du PCI, mais ça permet quand même de faire pas mal de choses. Et en plus de ça, on a à l'arrière un petit connecteur pour mettre juste pour l'alimentation. Ça c'est livré, ça c'est un câble qui est livré avec la Zimaboard. On a un petit connecteur ici pour l'alimentation et deux ports SATA qui nous permet de brancher deux disques externes, que ce soit du SSD, du HDD, des disques de 8 Tera, 12 Tera ou juste des SSD en 2.5 pouces. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et ça, c'est vraiment top parce que ça permet à ce petit appareil de faire beaucoup plus de choses qu'un Raspberry Pi ou qu'un mini PC, du fait qu'il y a un petit port PCI qui est vachement cool et aussi du fait qu'on peut mettre deux disques en plus de la mémoire interne, deux disques en SATA directement. Et ça, c'est vraiment bien. Les ports SATA et le port PCI Express, c'est vraiment les deux gros points forts de ce produit. Sinon, après, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes et je vais citer à peu près tout ce qu'on peut faire avec. Par exemple, on peut en faire un NAS. C'est vachement bien. On a deux ports Ethernet. On peut mettre deux câbles. On peut mettre déjà plus de SSD, enfin plus de SSD avec le port PCI Express. Mettre du SSD ou du HDD directement, surtout du HDD d'ailleurs pour du NAS. Avec les deux ports PCI, on peut faire un RAID 1 du coup. C'est vachement pertinent. Mais bon, après, je suis pas trop fan. Ça reste un peu bidouille. Ça fonctionne, ça peut marcher, ça peut être utile. Mais je préfère avoir fabriqué mon propre NAS avec une vraie machine parce que c'est un peu artisanal, ça fonctionnera très bien, pas de sujet là-dessus. C'est pas forcément prévu pour, ça fonctionne. Mais en fait, il faut vraiment voir cet appareil pas comme de la production, pas comme un outil de production dans l'entreprise ou même chez vous pour un gros home lab. Par contre, c'est une super carte pour faire des petits home labs, pour mettre un home assistant, pour mettre un petit Proxmox, j'en reviens juste après parce que ça va être mon cas d'usage, ou juste pour faire une excellente machine pour héberger vos conteneurs Docker. Ça, c'est vraiment pour moi le meilleur usage. Et justement, en termes de specs, ça va nous être intéressant pour la suite. On a un processeur N130, non pas du tout, un N150 de chez Intel. C'est un 4 cœurs, 4 threads. C'est pas incroyable. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ça va être très limité pour tout ce qui est virtualisation. C'est pas du tout prévu pour, même si ça va être mon cas d'usage à moi, parce que j'ai que deux petites VM Home Assistant à faire tourner et c'est largement suffisant pour faire ça. C'est pour ça que ça va être un super cas d'usage pour moi. Mais sinon, je vous déconseille totalement d'installer un Proxmox dessus. C'est possible, ça fonctionne, ça marchera, mais vous pouvez faire tourner très peu de VM, un peu de contenu à LXC sans problème, hein, parce que ça reste. Mais c'est vraiment une machine qui est prévue pour soit avoir
du conteneur Docker, on peut avoir directement quelque chose hébergé sur elle-même, que ce soit un Payol, directement un Home Assistant, directement un JDOM, un Gladys. Oui, Gladys, ça existe et c'est français. Ah oui, et aussi la ZimaBoard, elle existe en deux versions, soit avec 16 Go de mémoire eMMC et avec 8 Go de RAM, ce qui est déjà correct, mais en plus, moi c'est la version que j'ai. On a une version avec 32 de eMMC avec 16 Go de RAM et ça commence vraiment à causer 16 Go de RAM, c'est vraiment beaucoup. Enfin bref, voilà pour les présentations. Je vous mets un petit lien si ça vous intéresse avec un code qui vous donne, je crois, moins 15% sur votre commande sur ZimaSpace. Voilà, pour acheter le produit, si ça vous intéresse, lien en description. Et on va directement passer à l'installation de Proxmox dessus. Pas du tout ce que je recommande, mais ça va être mon cas d'usage parce que voilà, ça m'arrange. Et voilà. Bon, j'ai fait mon petit setup, mais avant d'installer Proxmox, je voulais vous montrer un peu l'OS qu'il y a par défaut, qui est ZimaOS, qui est open source, il me semble, qui est intéressant à connaître, en tout cas, ça peut être utile. Ça m'intéresse pas beaucoup, même si je trouve que le soft est pas trop mal. Bref, j'ai ma ZimaBoard qui est ici, qui est connectée sur mon écran avec l'adaptateur de DisplayPort, mini DisplayPort vers de l'HDMI sur mon petit écran Dell, que j'aime bien parce que c'est vraiment super écran Dell, vous allez voir pourquoi. Parce que je peux juste débrancher mon Mac, boum, et ça va basculer directement sur l'HDMI. En revanche, j'ai pas branché le petit ZimaBoard, ce que je vais faire de suite. Ce qui est bien, c'est que le ZimaBoard fonctionne avec du DC jack, donc ça reste assez classique. J'ai déjà branché ma clé contenant Proxmox dessus, j'ai un clavier, vous allez voir tout à l'heure, mais pour accéder au BIOS, il faut tout simplement cliquer sur F12. La ZimaBoard démarre toute seule comme une grande dès au démarrage, parce que dans le BIOS par défaut c'est paramétré, ou dès qu'il y a de l'alimentation, du courant qui arrive par l'alimentation, boum, ça démarre. Ça c'est quand même quelque chose de plutôt pratique. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on peut, bon là on l'a vu vite fait, mais c'est une sorte de Debian, de Ubuntu, je sais pas trop, qui démarre, donc c'est vraiment quelque chose de basé sur Debian en fait. Et là on a cette interface là, et on a ZimaOS qui est préinstallé dès l'achat en fait. Et on peut voir qu'on a la petite IP ici en 10.144 qu'on va aller visiter rapidement. L'adresse 144 dans le navigateur. Et voici l'interface de ZimaOS. Alors moi je l'ai déjà configuré, donc il va me demander l'utilisateur et le mot de passe pour accéder à l'interface web. Boum. Et ça ressemble à ça. Je ne sais pas si on voit très bien, on voit pas très bien. Je vais essayer de zoomer un chouki. Boum. Boum, je pourrais faire une capture d'écran, mais j'ai un peu la flemme, donc voici. On a ZimaOS avec plein mal de petites informations et des petits widgets comme dashboard. On peut faire beaucoup de choses avec, on peut même faire de la virtualisation directement depuis ZimaOS. C'est moins puissant qu'un Proxmox, donc c'est pour ça que je ne vais pas l'utiliser. On peut avoir un App Store avec plein de conteneurs Docker préconfigurés. Vous cliquez sur installer et boum, ça fonctionne presque comme il faut. On a par exemple Unified Network Application, ça c'est pas mal, j'aime bien. Streamio, j'aime bien. On a Portainer aussi, ça c'est vachement cool, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. On a RetroArch, pour ceux qui connaissent, pour faire du rétro gaming, c'est cool. Du Payol, du Plex. On a pas mal de bons programmes qui sont installés par défaut. Il y a même Home Assistant ici, voilà. Pourquoi pas. Après, si vous voulez installer un système domotique ou Home Assistant, moi j'aime bien quand même utiliser directement Home Assistant OS sur la machine. Je trouve ça plus propre que faire du conteneur Docker. Si la ZimaBoard va être utilisée pour un seul usage spécifique, je préfère installer directement cet usage spécifique sur la machine plutôt que passer par une surcouche Docker, une surcouche Proxmox et compagnie. Il y a même Nbreak, excellent, ça c'est cool. Enfin bref, et si vous voulez même avoir des applications custom, vous avez tout en haut, on va pas le voir beaucoup, mais ajouter une application conteneurisée. Et on a le petit bouton importer et boum, là on a du Docker Compose. On peut glisser un fichier ou directement écrire la stack Docker Compose, je crois. Alors si j'utilise le bon clavier, voilà, ça marchera mieux. Et ça, c'est des petites fonctions plutôt cool. On est sur ZimaOS 1.5 et on peut faire déjà pas mal de choses avec. Mais peut-être que dans le futur, je l'utiliserai parce qu'en vrai, avec un portainer aux fesses, je pense que pour de la containerisation Docker, c'est vachement cool. Je pense que ça va vraiment marcher fort. Surtout qu'on a du peer drop, un équivalent de airdrop. On peut faire de la backup, on a du files, on peut même connecter son Google Drive, son OneDrive et compagnie, il me semble. Alors c'est ça, c'est Google Drive, Dropbox, OneDrive ou même du stockage LAN.
et directement accéder à l'interface web de tout ce qui contient la Zima Board. C'est vachement bien fichu quand même comme OS. D'ailleurs, si vous désinstallez l'OS, c'est pas grave, on peut le retélécharger sur le site web du constructeur. De retour sur le grand angle, j'ai mon clavier ici qui est branché en USB. Voilà, l'interface web, on a même un accès à distance. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on peut avoir un accès à distance assez facilement avec ZimaBoard. Je ne l'ai pas testé, mais je crois que c'est quasiment du plug and play, un peu comme Quick Connect, c'est Synology. Donc c'est vraiment bien fichu. Je vais déconnecter mon Mac et je vais faire un CTRL ALT. Alors on va attendre que l'écran arrive. CTRL ALT SUP pour redémarrer la machine. Et on va tapoter F11. Et normalement, je devrais accéder au BIOS. Et ça, c'est vachement cool quand même de pouvoir accéder au BIOS. Ça change des NAS Ugreen. Hein. Voilà, donc là, on a le boot device, enfin le boot menu plutôt. Comment ça s'appelle? C'est le boot menu, le terme exact. Qui nous propose donc Unify OS, ou sinon on a le disque USB machin. Moi, je vais entrer dans Hunter Setup juste pour vous montrer 2-3 trucs parce qu'on a le BIOS qui est vraiment paramétrable. Genre, regardez ça, boum, boum. On a vraiment le BIOS qui est super paramétrable. On peut faire pas mal de choses. D'ailleurs, par défaut, j'ai 0,31, il est 9h, donc il n'est pas 9h. Donc on va cliquer sur, hop là, on va aller ici, plus. Parce qu'il est 10h40 et quelques. D'ailleurs, je crois que je vous ai dit des bêtises. Je ne sais pas où on le voit. Mais sur la version 16 Go, on a 64 Go de eMMC. Et sur la version 8 Go de RAM, on a du coup 32 Go de eMMC. Je crois que je l'ai dit moitié moins tout à l'heure en intro. Donc ça, c'était pas correct. Voilà qui est rétabli. Et voici le BIOS. C'est super paramétrable. On peut faire vraiment un peu ce qu'on veut. C'est cool. Il y a même le Secure Boot qui est par défaut désactivé, ce qui est plutôt rigolo d'ailleurs. Je ne m'attendais pas à ça en tout cas. On a le boot, on peut choisir son boot et compagnie et compagnie. On peut faire quand même pas mal de petites choses, c'est chouette. Moi, je vais juste aller dans Boot Override et normalement, je crois que c'est ce disque-là. Boum, pendant que je cadre n'importe comment. Et voici Proxmox qui est installé sur cette petite clé-là. Parce que curieusement, Proxmox avec un Ventoy sur ma clé, ça ne veut pas booter. Mais ça ne veut pas booter sur cette machine, mais aussi sur la machine que j'utilisais avant. Et d'ailleurs, on va faire un petit tour. Hop là, je vous emmène avec moi. Il y a un petit truc sympathique, c'est que en fait, cette ZimaBoard va remplacer cette machine-là qui est un Sync Center qui me sert actuellement de Proxmox. Cette machine-là est quand même plus pertinente que la ZimaBoard pour faire de la virtu parce que ça loge tout pile poil, donc c'est chouette dans 1U. Mais surtout, elle a 6 cœurs de CPU contre 4 pour la ZimaBoard. Et encore mieux, c'est un vrai PC, c'est un vrai châssis de PC. Et ce type d'équipement-là est quand même plus pertinent pour du Proxmox. Mais ce type d'équipement, il est un peu plus consommateur en énergie. Et juste, j'ai envie de tester la ZimaBoard, donc je me tâte. Pour le moment, je vais mettre Proxmox dessus. Il y a un monde où celui-ci, je le saute et je le remplace par quelque chose d'autre. Parce qu'il commence à se faire vieux, il a 10 ans maintenant qu'on est en 2026, parce que c'est un 916. Donc il commence à avoir un peu de bouteille. Et donc l'idéal, je pense qu'un jour, lui me servira juste de stockage ou son remplaçant me servira juste de stockage et toutes mes machines conteneurs tourneront sur la ZimaBoard avec un port-teneur et ZimaOS. Quelque chose comme ça, c'est ce qui me paraît cohérent. Home Assistant toujours autonome sur la Home Assistant Green et toujours un peu de matos Unify. Ah, et aussi d'ailleurs, il y a ça. C'est un mini PC avec Gladys Assistant préinstallé dessus. Et Gladys, c'est une solution concurrente de Home Assistant, une solution française. On va bientôt en parler sur la chaîne parce que je trouve ça cool. Et ça peut être intéressant de vous le présenter. Voilà pour la petite B. Bref, revenons à nos moutons. On a ici Proxmox. Je vais ici l'installer de mon côté rapidement parce que c'est pas forcément intéressant. Et vous allez le voir, il va faire un peu n'importe quoi vu que c'est un écran 4K et que c'est pas vraiment prévu pour. Et voilà, mes propos sont maintenant visibles. C'est vraiment, c'est ridicule. Ça fait ça de la taille de l'écran, c'est pas prévu pour, donc c'est pour ça. Bon, finalement, tout s'est pas passé comme prévu parce que si j'essaye d'installer Proxmox à diverses reprises, de diverses manières, voilà. Bref, j'ai toujours cette erreur-là qui me dit que, en gros, il n'a pas les permissions pour accéder à la mémoire eMMC, ce qui est faux, mais surtout ce qu'il n'a pas envie. Proxmox est quelqu'un d'assez intelligent. C'est plutôt un bon outil. Et il dit non, la MMC c'est pas fait pour installer ça, donc juste non, t'as pas le droit. Ce qui est plutôt pénible parce qu'il me refuse de faire des choses que j'ai envie de faire. C'est stupide ce que je vais faire, hein. Installer un Proxmox directement sur le MMC, c'est pas du tout recommandé. Vous m'avez tous défoncé en commentaire déjà, je le sais très bien, c'est pas du tout fait pour. Mais du coup, ça va me permettre de vous montrer
plutôt de monter et montrer même. Donc comme je vous disais, la Zimaboard c'est quelque chose qui est assez modulaire, ce qui est plutôt pratique. Donc on peut mettre un disque avec un disque NVMe avec le port PCI Express, pourquoi pas, ça peut se faire avec des cartes spécifiques. Moi ce que je vais faire c'est utiliser ce câble là qui va me permettre d'avoir du SATA ici, et vous le voyez ici, on a un petit disque Samsung de récup, un vieux Samsung en plus, donc bon, c'est vraiment de la récup, mais c'est pas grave, c'est fait pour. Et je vais juste aller brancher ce petit câble. En fait, il y a plusieurs câbles, c'est un peu le bazar. Mais il y a un câble où vous branchez au milieu. Non, je me suis raté. Voilà. Câble du milieu qui sert juste pour l'alimentation. Et ensuite, vous avez deux câbles SATA comme ça nus, que vous connaissez, ces petits câbles SATA assez classiques. Et bien c'est pareil, il y a deux câbles SATA, donc on peut en brancher un ici et je peux en brancher un autre. Boum, de l'autre extrémité. Ça sert à rien de brancher les deux parce que moi je vais juste utiliser que l'un des deux câbles. Et en fait ici voilà, on a deux sorties pour mettre du SSD par exemple, pourquoi pas. Je crois que ça marche aussi avec, enfin ça marche aussi même avec des disques 3.5. Mais je vais mettre ce petit SSD moi ici. C'est juste vraiment pour la science en vrai, hein. C'est pas vraiment une installation vraiment sérieuse. C'est pour faire une vidéo un peu rigolote où regardez, on fait un Proxmox sur cette petite chose. Mon Proxmox est enfin installé et je vais juste maintenant faire la dernière étape, c'est-à-dire prendre mes deux VM que j'ai de mon Proxmox existant et le mettre sur le Proxmox de la Zimaboard. Ici, je suis sur le Proxmox de la Zimaboard et on va tout de suite aller sur le Proxmox 2006 qui est mon Proxmox classique. Vous voyez qu'il y a deux VM, une VM Home Assistant démo pour mes vidéos et une Home Assistant, la même chose, mais version bêta pour tester les petites nouveautés de Home Assistant qui arrivent une semaine avant tout le monde. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ces deux VM, j'ai juste ça, j'ai même plus de production. Mon Proxmox me sert uniquement pour des besoins de test, c'est tout. Il n'y a plus de prod pour le moment sur Proxmox parce que c'est comme ça depuis un petit moment, parce que tout est centralisé sur le NAS, mais c'est des choses qui vont peut-être changer à un moment ou à un autre. Comment je vais faire pour déplacer mes VM? Il y a plein de méthodes. Moi, j'en utilise une parce que j'ai un NAS et que je centralise tous mes fichiers avec du stockage NFS. J'en avais fait une vidéo il y a 2 ans de ça et elle marche toujours, hein. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même méthode. Moi, ce que je fais, je crée une sauvegarde de ma VM qui passe sur mon NAS, sur le stockage du NAS en fait, et je la récupère sur mon nouveau Proxmox, la sauvegarde sur le même espace de stockage, et du coup, c'est une sauvegarde, donc je la repousse et boum, la VM est de nouveau là. C'est pas mal. C'est une méthode. Je pense qu'il en existe des meilleures que ça, mais c'est une que j'aime bien. Pour faire ça, on va aller au niveau du data center sur mon Proxmox. Alors ça, j'ai déjà fait tout à l'heure, mais si on regarde dans Storage, ici, j'ai mon NAS 916 et il contient surtout les données de backup. C'est surtout elle qui m'intéresse. Il y a tout le reste également, les ISO, les images disques, etc. Il y a tout. Surtout là particulièrement, c'est les backups qui nous intéressent. Je vais vous montrer comment je fais juste après. Donc ça, il faut que ça soit configuré sur l'ancien et le nouveau Proxmox, qui pour le moment est que sur l'ancien. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une achat démo par exemple, je vais aller dans Backup et je vais faire une sauvegarde. Là, j'en ai déjà une, donc je vais le faire pour ma démo bêta. Je vais aller ici, hop, toujours dans Backup, Backup Now. Pour le stockage, il faut bien choisir le stockage NAS. Moi, c'est mon stockage du type NFS, c'est très très important. Et ensuite, tout le reste, je le laisse par défaut parce qu'il n'y a pas vraiment d'importance et je vais juste cliquer sur Backup et boum, il y a la backup qui va se faire tranquillement. Pendant que nous, pendant ce temps-là, on va aller sur le PVE Zimaboard, mon petit nouveau qu'on vient d'installer ensemble, toujours au niveau du data center, super important. On va cliquer sur le storage, ajouter, et on va ajouter un stockage NFS. Ici, l'ID, je vais mettre pareil, ça n'a pas vraiment d'importance, mais je vais l'appeler NAS 916. Le serveur, il est en 172. Ah oui, c'est vrai que c'est nul ce clavier. Il fait des virgules au lieu de points. Clavier Apple bizarre là-dessus. 10.10, voilà. Et en export, je vais mettre /volume 1. Donc ça, c'est le chemin en fait. L'export, c'est un peu une... Je sais pas pourquoi exporte. Bon, c'est juste le chemin. Et moi, c'est NFS que je vais bientôt remplacer ça par Proxmox d'ailleurs. Je vais faire une petite migration. Et oui, l'enregistrement a complètement planté. Donc c'est dommage, on était presque à la fin de la vidéo. Ici, dans le content, il faut bien sélectionner surtout les backups. Moi, je vais tout prendre parce que j'ai besoin de à peu près tout. Au moins c'est fait, on n'en parle plus. De toute façon, je stocke tout sur le NAS comme ça, c'est chouette. On clique juste sur OK. Moi, ça marche directement parce que je l'ai déjà configuré auparavant parce qu'il y a eu le petit couac de la vidéo. Mais surtout, j'ai déjà géré mes permissions NFS en amont sur mon NAS, même avant de tourner la séquence précédente. Donc, nos soucis là-dessus. Et ici, qu'est-ce que je vais venir faire? Aller sur mon NAS 916 au niveau du stockage que je viens d'ajouter. Et normalement, on a quelque chose qui s'appelle Backup. Et ici, je vais retrouver mes deux sauvegardes de mes deux VM que j'ai fait juste précédemment. Donc là, ça paraît assez évident, mais on clique sur une sauvegarde, on clique sur Restore,
Et alors le stockage par défaut, on peut remettre le stockage du disque sur le NAS. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me le mettre en local, comme ça, si mon NAS n'est pas allumé, la machine virtuelle tourne toujours. Le numéro de VM, il n'est pas repris, et moi, il s'appelait 211. On le voit ici, le petit numéro, donc je vais remettre 211. Tout le reste, je touche pas. On peut Start After Restore, c'est ce bouton-là. Le name, on va le garder. Par contre, le cœur, on va mettre que 2 parce que je suis plus limité sur cette machine. La mémoire 4000, c'est très bien. Par contre, avant de restaurer la machine et qu'elle va démarrer automatiquement, pensez bien sur l'ancien Proxmox, votre ancienne machine, votre ancien hyperviseur, d'éteindre la machine. Sinon, il va y avoir la même IP sur votre réseau, ça va faire des choses pas très sexy. Donc ça, on évite, on éteint les machines avant de les restaurer parce que sinon ça va faire des doublons, ça va pas aimer du tout. Je clique sur Restore, il n'y a plus qu'à attendre un tout petit peu. Et voilà, les 100% viennent de passer, task OK. Donc on peut juste fermer la petite boîte de dialogue, revenir sur la VM. Normalement j'ai coché Start After Restore, mais est-ce qu'elle est en train de... Oui, c'est bon, elle est en train de démarrer, magnifique. Et je vais avoir mon Home Assistant de démo, ma VM, qui va démarrer sans problème. Bon, on le voit ici, donc ça sert même à rien de faire durer plus longtemps cette vidéo. Et d'ailleurs aussi j'y pensais, mais un des gros défauts pour moi de la ZimaBoard 2, c'est qu'il faudrait pas une mémoire eMMC, mais il faudrait une mémoire, mais juste un slot M2 en fait. Pas une mémoire eMMC, ça c'est nul, mais un slot M2 où on peut mettre des disques NVMe même des disques NVMe de 2240, des petits disques NVMe, pas forcément des longs formats en 2280. Mais déjà ça serait vachement plus pertinent parce que pas besoin d'avoir un truc qui traîne à droite, un petit SSD, la brancher à la va-vite. Ce serait un peu plus sexy qu'avoir une porte PC. Voilà. Pour la version 3, un slot M2 s'il vous plaît. Et franchement, ça fait une machine de dingue. En plus, pour 250 €, il me semble, ou USD, je sais plus. Enfin bref, dans ces eaux-là. Mais non, franchement, ZimaBoard, j'en suis très très content. C'est une chouette. Vraiment, j'ai apprécié cette matinée-là, ce samedi matin, à bidouiller un peu avec, à faire une muse et à vous partager ça ensemble. Parce que je trouve ça juste génial comme produit. Genre vraiment, il est chouette. En fait, il a quelque chose de très humblable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si le produit vous intéresse, la petite ZimaBoard, n'oubliez pas le petit lien en description, ça fait toujours plaisir, ça me permet de prouver à la marque que je sers à quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour des sujets tout aussi intéressants. Allez, ciao!